Soyez les bienvenus, c'est l'instant R, la quotidienne des régions. Nous allons parler de sujets pratiques, bien-être, vivre ensemble, des sujets qui ont un point commun, ils nous concernent tous. On reviendra par exemple sur une école différente, celle de la deuxième chance. Tout est fait pour redonner le goût d'apprendre à des élèves qui l'ont perdu, des jeunes souvent abîmés par un système éducatif qui ne leur convient pas. Cette école-là se révèle très efficace. Efficace notamment pour redonner le goût de la lecture, le livre qui est souvent remplacé par les écrans, bien que dans le métro, il semble résister. Les passagers sont nombreux à voyager avec un bon bouquin. Alors que lisons-nous dans les transports publics? C'est ce que nous verrons. Et tout de suite, une question. Que faire quand notre ville connaît un pic de pollution? Avec l'arrivée de l'été, de la chaleur, ils vont se multiplier. Eh bien déjà, laisser sa voiture, c'est un enjeu majeur. Plus de 9 personnes sur 10 à travers le monde respirent un air ambiant trop pollué. Alors, vous allez me dire qu'il n'est pas toujours évident de ne pas utiliser sa voiture. Sachez que de nombreuses métropoles proposent dans ces situations-là des transports en commun gratuits. L'instant pratique nous emmène dans le Nord. Des transports en commun gratuits en cas de pic de pollution. De plus en plus de villes franchissent le pas, comme ici à Dunkerque. Cela représente une économie d'1,40 € pour l'usager. C'est normal qu'ils font des bus gratuits, que les voitures roulent moins. Il y a des vélos et tout, là, regardez, il y a des bicyclettes et tout. Les gens, ils devraient prendre ça. Eh ben, c'est très bien. Comme ça, les voitures, il y en a moins. Ça motive les gens à plus vite prendre le bus. Vous, ça vous motive à prendre le bus? Moi, j'ai toujours pris le bus, donc... Pourquoi ils ne font pas les bus électriques? Pourquoi ils ne les font pas? Il y aurait moins de pollution. Pour le maire de la ville, cette gratuité est une évidence, surtout dans une région très exposée aux particules fines. Par la gratuité, c'est une forme d'incitation, de prise en compte aussi, de prise en considération du transport collectif dans une agglomération. En fait, il y a à la fois l'aide au porte-monnaie, au pouvoir d'achat. Prenez le bus, il ne vous coûte rien, alors que la voiture vous coûte. Et puis, c'est une façon aussi d'interpeller la population. Regardez, le bus existe, vous pouvez le prendre, et en même temps, vous faites un geste pour l'environnement. En revanche, dans la métropole lilloise, pas de gratuité si la qualité de l'air se dégrade, mais la mise en vente d'un ticket à 1,60 € pour toute la journée au lieu de 4,80 €. Mais pour certaines associations écologistes, il faut aller encore plus loin. Ce qu'il faut donc faire, c'est s'attaquer à cette espèce de bruit de fond de pollution et à diminuer cette espèce d'ambiance polluée permanente dans laquelle on est. Et ça veut forcément dire développer les alternatives à la voiture, imaginer des transports en commun gratuits au moins certains jours, imaginer du covoiturage, faire des parkings relais à l'extérieur de la métropole. Au total, une trentaine de villes françaises proposent la gratuité dans les transports en cas de pic de pollution. Oui, c'est le cas des principales grandes villes, de Lyon à Grenoble, en passant par Bordeaux, Tours et Strasbourg. Voilà qui nous emmène en Normandie, à Hérouville-Saint-Clair plus précisément, pour découvrir un enseignement différent de ce que l'on peut connaître dans les écoles classiques. Ici, c'est une école de la deuxième chance et, comme son nom l'indique, elle offre une nouvelle possibilité aux élèves déscolarisés. Ils sont 130 000 chaque année, de reprendre le chemin des cours et au passage, le plaisir d'apprendre. Et ça marche, 70% des stagiaires parviennent à réintégrer le marché du travail ou de la formation professionnelle. Dans le Calvados, cet établissement-là a vu le jour l'an dernier. C'était en juin 2017. 6 mois après son ouverture, l'école de la deuxième chance d'Hérouville-Saint-Clair était inaugurée par Edith Cresson, ancien commissaire européen de l'éducation, à l'origine de ce concept imaginé par elle-même dans les années 90. Unique en Normandie, ce centre de formation permet à des jeunes qui ont décroché du système scolaire de se relancer et de prendre le meilleur chemin possible vers une intégration sociale et professionnelle. À l'heure de son premier anniversaire, cette structure a déjà accueilli plus d'une centaine de stagiaires. À l'école de la deuxième chance, on travaille en lien étroit avec le monde de l'entreprise. Anaïs, ton stage, tu l'as effectué où? En boulangerie. En boulangerie. Et plutôt vente? Plutôt en vente. Ça s'est bien passé, ça va, mais je préfère plus être en pâtisserie. À ce jour, 210 conventions de partenariat ont été signées entre le centre de formation et certains acteurs économiques de la région. Ceci afin de favoriser l'insertion des jeunes en milieu professionnel. Stagiaire de la deuxième promo de l'E2C durant près d'un an, Coralie a pu ainsi s'appuyer sur ce réseau pour mener à bien son projet dans le domaine du service à la personne.
J'ai pu faire plusieurs stages sur différents types d'entreprises, que ce soit en crèche ou école, dans la petite enfance. Et du coup, pour relier un petit peu la petite enfance, parce que du coup, il fallait avoir les diplômes, je me suis dirigée vers O2. J'ai postulé sur ce domaine et voilà, je suis contente aujourd'hui. Parfait. Merci beaucoup. Notre rôle, il est vraiment d'accompagner ces jeunes, en fait, pour vraiment les guider et surtout les amener à se poser la question de leur projet professionnel. Et dire, OK, est-ce que les métiers du service à la personne, c'est quelque chose que j'ai envie de faire? Et dans ces cas-là, nous, on lance derrière des projets, des tutorats. Comme on dit, la compétence, on l'acquiert, l'envie et la motivation, on l'a. Donc effectivement, on est là justement pour éclairer tout ce parcours et faire lever des vocations le cas échéant. Donc c'est effectivement ce qui s'est produit avec Coralie. Après être longtemps restée sur le bord de la route, sans diplôme ni qualification, cette bénéficiaire du RSA emprunte à 28 ans un nouveau chemin de vie professionnelle. Son contrat à durée indéterminée en poche, Coralie semble désormais mieux armée pour affronter son quotidien et assumer pleinement ses nouvelles responsabilités. Aujourd'hui, priorité à cette pièce ici. D'accord. Le palier, l'escalier. J'avais totalement perdu confiance en moi, je savais plus quoi faire, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Là, je peux vivre et dire à mon fils, malgré mon âge, j'ai pu avoir au moins du boulot et un CDI. Avec un taux de sortie positive de l'ordre de 70%. Au cours de sa première année de fonctionnement, l'école de la deuxième chance d'Hérouville-Saint-Clair a ainsi permis à 104 stagiaires de suivre ce dispositif financé par l'État, la région et les collectivités locales. En 2018, le DEC de Normandie a pour objectif d'ouvrir ses portes à plus de 150 jeunes disparus des radars de l'éducation nationale, sans diplôme ni qualification. Alors, où trouver une école de la deuxième chance dans votre région? Réponse sur réseau-edc.fr. Vous en avez ras-le-bol chaque année de payer des factures toujours plus élevées d'électricité et de gaz. Et sachez que nous pourrions tous économiser jusqu'à 200 € par an. Alors, c'est sûr, il faut faire quelques efforts et adopter des petits gestes chaque jour. Quelles sont les astuces pour payer moins et au passage protéger notre planète? Réponse à Nantes auprès de familles qui participent à des défis centrés autour des énergies positives. Presque imperceptiblement, cette famille nantaise a adopté une nouvelle manière de vivre, plus économe. Leur quotidien est désormais rythmé par des gestes simples mais efficaces pour réduire leur facture énergétique et leur impact sur l'environnement. À 10 ans, Gloria est devenue incollable sur le fonctionnement des appareils électroménagers de la cuisine. Grâce à ce wattmètre, elle a relevé chacune de leurs consommations d'électricité, en marche comme à l'arrêt. J'ai regardé, il y a beaucoup d'appareils électroménagers qui ont une veille. Et le plus surprenant, c'était notre cafetière, parce qu'elle consomme 1,34 W, mais on ne le voit pas. Parce qu'il n'y a pas de petite lumière ou il n'y a rien qui dit que ça consomme. Pour traquer gaspillage et déperdition d'énergie, 18,5. Chaque membre de la famille est mis à contribution. Oh là, alors là, carrément, il doit y avoir une déperdition totale, là. Moi, je pensais qu'en ayant changé les fenêtres il y a assez peu de temps et en ayant déjà une isolation, il n'y aurait pas ça à refaire aussi rapidement. Donc on s'aperçoit bien qu'il y a des fenêtres qui sont restées bien isolantes et d'autres où il doit y avoir un petit jeu. Donc il va falloir les aider à bien nous isoler. Limiter la dépense énergétique, ça passe par la mise en œuvre de nouvelles pratiques. Dans le salon télé, une multiprise avec interrupteur a ainsi fait son apparition. Et dans la salle de bain, un sablier s'est invité sous la douche. Quand on prend notre douche, au début on retourne le sablier et il coule, il commence à couler. Et quand tu vois que le sable s'est écoulé, tu dois sortir. Enfin, c'est maximum. T'as le droit de sortir avant. Hein. Catherine et ses enfants se sont inscrits au défi des familles à énergie positive. Un challenge qui dure 5 mois et permet d'acquérir des réflexes éco-citoyens. C'est
plein de petits gestes qui sont cumulés, qui font que, voilà, au quotidien, au départ c'est un petit effort et puis après ça devient un réflexe. Et c'est ça qui est vraiment marrant. On va voir après sur les notes, même si c'est pas la facture devrait déjà commencer à s'en ressentir. Hop. Regarde là, on a baissé, on a ralenti sur la consommation d'eau. Tu vois, la consommation par jour, on a vraiment bien baissé. J'avais surtout vraiment envie que les enfants soient sensibles à l'économie. Tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, et on est juste débutants, c'était des tout petits changements en fin de compte. C'est une prise de conscience vraiment beaucoup plus qu'autre chose. Chaque mois, une dizaine de familles du quartier engagées dans la même démarche se retrouvent pour faire le point et échanger les bons plans. Là, Catherine et ses coéquipiers reçoivent les conseils de Lucie, l'une des animatrices de l'association qui encadre le défi. Quand vous mesurez la puissance d'une veille, un exemple, je ne sais pas, une veille peut faire 1 watt. Quand vous dites 1 watt en permanence sur une année, c'est l'équivalent d'1 euro, à quelques centimes près. Ensemble, ses voisins ont fait le pari de retrouver la maîtrise de leur consommation énergétique. Mais certains dans le groupe ont décidé d'aller plus loin, en réduisant aussi drastiquement leurs déchets. Chez eux, la poubelle de recyclables se remplit à mesure que celle des ordures se vide. On peut la voir. Voilà, donc là, elle est comme ça depuis 3 semaines. Là. Donc là, il faut qu'on la sorte parce que ça commence à faire long. Mais en fait, on met les sacs poubelles dedans, ils sont jamais pleins, quoi. Pour arriver à ce résultat, Johan et Béatrice ont notamment optimisé le fonctionnement de leur composteur. Aujourd'hui, ils n'y déposent plus seulement les déchets végétaux. Dans nos poubelles de salle de bain, on s'est rendu compte qu'on mettait essentiellement des mouchoirs en papier, ou des cheveux, enfin des éléments qui sont naturels finalement et non traités. Et donc du coup, on se rend compte que le compost les accepte très très bien. Veiller au tri des déchets, c'est bien. En générer le moins possible, c'est mieux. Et c'est le parti pris de ce couple, adhérent d'une AMAP, adepte aussi des listes de courses et des menus. Moi, je ferais bien en entrée là, samedi midi, tu notes betterave râpée avec des carottes un peu. Ils anticipent un maximum pour avoir le moins de pertes possible. Exemple, avec les feuilles de radis. On sortira de la viande avec... Le fait que ce soit très frais, on peut utiliser les fans, et c'est quand même un repas, enfin même 2 repas de gagné, quoi. Ça correspond à... En fait, la soupe, moi, je vais mettre une légumineuse, et je vais en faire pour 2 soirs. Je vais stocker 1 litre dans une bouteille en verre dans le frigo, et ensuite... Donc c'est juste avec des déchets, quoi. Que ce soit pour faire des économies, jusqu'à 200 € par an, ou parce qu'elles souhaitent changer leur mode de consommation, aller vers plus de sobriété, les familles sont de plus en plus nombreuses à participer à ce type de défi. Et si vous aussi vous souhaitez relever ce pari avec votre famille, retrouvez les informations nécessaires sur ce site. Il est un peu plus de 11 h, vous regardez l'Instant R. Dans les minutes qui suivent, nous embarquerons à bord d'une barque d'un marinier de la Loire. Bertrand nous racontera l'histoire de cette rivière avec beaucoup de pédagogie et d'humour. Nous découvrirons les techniques de réalisation d'estampes. Un artisan utilise encore de vieilles méthodes pour faire naître des dessins. Il travaille notamment pour des marques de luxe. Sans plus tarder, on nourrit notre esprit dans l'instant bien-être, car le bien-être est aussi intellectuel. Le livre peut apporter beaucoup, mais voilà, les écrans le font un peu disparaître des radars, sauf dans le métro où les voyageurs sont nombreux à avoir un bon bouquin sous le bras. 26% des Français déclarent lire dans les transports en commun. Mais que lisent-ils? Pourquoi dans le métro? On est allé leur demander. Je me souviens, oui, je me souviens. Ce nouveau siècle avait à peine 1 an et des gens se lamentaient sur la disparition programmée des livres papier. 21e siècle oblige, on ne lirait plus que sur des tablettes et des téléphones devenus smart. Mais face à l'abîme du temps, le papier est entré en résistance. Son maquis, le métro. Une nouvelle génération de lecteurs est apparue entre dodo et boulot.
Alors bien sûr, à l'heure de pointe, polar, roman ou même livre scientifique, pourquoi pas? Mais encore faut-il trouver la minute nécessaire, tel un cyclopède en milieu compressé, façon César. Quand l'œuvre est bonne, on s'y plonge instantanément. Même quand on est debout, comme c'est le cas? C'est un peu turbulent parfois, oui. Respirer, c'est possible sur la ligne 6. Cette ligne, c'est celle de son enfance, de sa vie de romancière, encore aujourd'hui. Une ligne aérienne qui lui a donné l'idée de son nouveau livre, La fille qui lisait dans le métro. Quand on est soi-même lecteur, c'est très tentant dans le métro de regarder ce que lisent les autres. Donc on est tout le temps un peu comme ça ou comme ça. Et on se dit, tiens, cette personne, est-ce qu'elle ressemble à ses lectures? J'adore observer les gens qui lisent dans le métro et essayer de me raconter des histoires sur leur personnalité ou sur leurs histoires d'après les livres qu'ils lisent. Son livre invite au partage, au book crossing comme on dit. Alors nous en avons laissé un voyager dans un wagon. À vous de le retrouver. Elle, les amoureuses des bouquins, elle les fait sortir des clichés. Plus exactement, elle s'intéresse aux liseuses de bonne aventure, comme elle les appelle. Discrètement, elle en a photographié des centaines depuis 3 ans déjà. L'idée, c'est de surtout pas éveiller l'attention de la liseuse, parce que ce que je cherche, c'est son plongeon dans la lecture et sa concentration dans la lecture. Donc je joue un peu la comédie. Je fais comme si je prenais, je sais pas, quelque chose de plus loin, ou que j'écoutais de la musique, ou que j'envoie un texto. Des liseuses uniquement? Et les mâles lecteurs dans tout ça? L'homo erectus, traduisons tout de suite par l'homme debout. Et quand il a entre les mains un livre, il sera encore plus séduisant. C'est du moins ce que prétend ce compte Instagram, Hot Dudes Reading. Comprenez, des beaux mecs en train de lire. Alors, mesdames et aussi messieurs, à vous de choisir. Je t'équinoxe. Je te poète. Tu me danses. Reste que, dans le métropolitain, nous pouvons lire aussi avec les oreilles succomber au charme des voyelles. Tu me visibles. Racontez-moi. Ma thématique, c'est le mariage. C'est un beau thème. Depuis 25 ans, la RATP apporte sa rime dans nos transports. Comme ici à Bibliothèque, avec une poète publique qui se définit comme une poémeuse. Poétesse, on n'aime pas trop en général, parce que ça fait un peu à l'ancienne. Je préfère dire que j'écris. On se plaint beaucoup des smartphones, mais peut-être que les gens lisent, en fait, passent leur temps à lire des poèmes. Ou les écouter. Je peux rarement voir quelqu'un sans le battre. Comme ce jour-là, avec des franciliens pressés de rejoindre leur tramway. Fallait-il que je vous visse? Fallait-il que vous me plussiez? Qu'ingénument je vous le dise? Plus des 3/4 des 10 millions de voyageurs quotidiens affirment lire et même apprécier les poèmes affichés dans le métro. Un moyen d'accès privilégié à la lecture, à préserver. Tenez, un petit poème, une petite phrase poétique du jour. Et d'après de récentes études, les romans policiers, mais aussi les livres sur l'alimentation et la santé séduisent particulièrement les femmes. Les hommes, eux, préfèrent davantage les bandes dessinées. Lui, c'est le dessin qui le rend heureux. Christin Georgel, ancien chef d'atelier à l'imagerie d'Épinal, a créé au pied des pistes de Gérardmer son cabinet d'estampes. Un atelier d'artisanat d'art au service de marques de luxe ou de grands photographes. Ici, pas d'impression à la chaîne, mais des techniques qui ont fait leur preuve dans le temps. Un look de skater, mais Gutenberg tatoué sur le bras, des contrats d'impression avec des marques de basket new-yorkaises, mais des machines qui datent de 1859. Après avoir passé 4 ans comme chef d'atelier à l'imagerie d'Épinal, Christin Georgel a créé, au pied des pistes, son atelier d'impression d'art. J'ai eu un maître qui est décédé l'année dernière et qui, avant chaque tirage difficile, nous sortait toujours Saint Gutenberg, priez pour nous. Et voilà, moi, je suis né avec les imprimantes, on appuie sur Entrée, sur Photoshop et on sort moult tirages. Et la première fois, on a mis les mains dans l'atelier avec des amis. Ça a vraiment été un coup de foudre. J'ai commencé par la sérigraphie.
Et je sais pas, il s'est passé quelque chose au premier coup de racle qui s'est dit waouh, je préfère faire des images comme ça que des images, disons, en appuyant sur Entrée, où c'est une machine qui produit pour moi. Cette machine, j'ai trouvé sur le Bon Coin il y a quelques années. Elle appartenait à l'ancien directeur des Beaux-Arts de Mulhouse. Et c'est son petit-fils qui la mettait en vente. Et la seule condition, c'était qu'elle serve, qu'elle finisse pas en meuble, mais qu'elle continue à travailler et voilà, à sortir des images, quoi. Avec mon propre corps, je vais appuyer, je vais sentir que si je mets trop de force ou pas assez de force, je sais qu'en fonction du papier, je vais avoir un rendu qui va être différent. Par rapport à une machine moderne, disons qu'on est plus dans le temps. Un tirage lithographique va pouvoir être conservé un siècle, alors qu'un tirage offset, il faut compter 5 à 10 ans dans l'idée. De l'impression à base de pierre, de plaques d'aluminium ou d'une toile révélée aux ultraviolets. À chaque fois des séries limitées. Dernier travail, un tirage pour un graphiste canadien. Oui, dans ce qu'on veut là, c'est bien à peu près. Après, les transparences, elles se mettent en place post-séchage en fait. Comme les encres sont assez transparentes en lithographie, au fur et à mesure des séchages, on va avoir les densités quoi, qui vont venir se mettre dans l'image. C'est en moyenne 12 heures par couleur. Et le jeune homme aime les défis, de l'édition d'art jusqu'au carton d'invitation d'une grande marque de luxe et peut-être bientôt les œuvres du photographe animalier Vincent Munier. On a travaillé avec Mathieu Bonhomme qui a dessiné L'homme qui tua Lucky Luke. C'était une super expérience à l'auteur de BD que j'adore et le fait de pouvoir tirer un ex-libris pour cette BD magnifique, c'était une super expérience pour le coup. Après là, c'est les derniers projets. Je travaille avec le graffeur Speedy Graffito. Donc un graffeur parisien, pareil, dont j'adore le boulot et c'est toujours des rencontres. Donc là, on a fait une pochette de vinyle limitée à 100 exemplaires avec un vinyle sérigraphié. Les projets que personne ne veut faire, moi j'aime bien relever le défi, disons, voilà, me dire, bon, j'ai jamais fait ça et c'est le moment de travailler, ne serait-ce que changer de support. J'ai imprimé du bois, j'ai imprimé des vinyles, j'ai imprimé de la feutrine, j'ai imprimé tout type de textile, du métal. Voilà, l'idée, je pense que si je faisais du papier toute la journée, moi j'ai fui l'usine et l'idée c'est de travailler l'artisanat d'art et la petite série très précise, voilà, sublimer et de redonner cette lettre de noblesse à l'estampe aussi. Et si vous souhaitez suivre le travail de Christin Georgel, son atelier En l'encre, nous croyons, a une page Facebook. On part maintenant pour une balade au fil de l'eau, sur la Loire, une rivière que Bertrand connaît bien, très bien même. Ce marinier accompagne régulièrement des touristes pour leur faire découvrir l'environnement, mais aussi et surtout leur raconter l'histoire de la Loire. Et vous allez le voir, il sait capter notre attention comme personne. Alors là, c'est bienvenue sur la rivière. La rivière de Loire. De tout temps, l'humanité se rassemble et va s'installer à proximité d'un point d'eau. Et si possible, d'une rivière. Parce qu'une rivière, c'est de l'eau propre qui arrive en permanence. C'est la première source de vie pour pouvoir s'alimenter en eau, mais également en poisson. Il y a à manger aussi dans la rivière. Et puis la rivière, c'est aussi le premier moyen de déplacement. Donc la rivière, de tout temps, elle est liée à l'homme. Et l'homme et la rivière, qu'est-ce qui les unit? C'est l'arbre. Parce que l'arbre, il va permettre de fournir le tronc. Et les premiers bateaux, ça va être quoi? Ça va être des troncs creusés. Ça va être des pirogues. Et petit à petit, on va adapter le tronc d'arbre pour en faire des bateaux. Alors la rivière, c'est quoi d'autre aussi? C'est de l'eau qui coule. C'est de l'eau qui coule. Et pourquoi elle coule, l'eau? Elle coule parce que le terrain, il est en pente. Et il est en pente, d'où le début de la rivière, c'est où? C'est dans la montagne. La chance de la Loire. La chance de la Loire. Elle commence dans la montagne, altitude 1500 mètres. Et elle va unir une grande partie de la France pour faire son circuit jusqu'à Orléans et ensuite d'Orléans à l'océan. La chance de la Loire et d'Orléans, c'est tous ces avantages géographiques, mais également de pouvoir damer le pion à la Seine,
Parce qu'on se dit que tout ce qui est remonté ici, ça aurait pu peut-être remonter par cette rivière-là pour aller à Paris. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi? Parce que la Seine, elle fait des méandres. Et qu'à une époque où on n'a pas de moteur et qu'on navigue qu'à voile, sur des bateaux qui vont faire 30 mètres de long, chargés à 50 tonnes de marchandises, on ne va pas tirer de bord pour remonter au vent. Soit on a le vent dans le derrière et on y va, soit on reste à la buvette. Donc Orléans va faire fortune avec la rivière de Loire. Et si vous souhaitez prolonger cette balade, eh bien je vous donne rendez-vous demain pour d'autres instants découvertes, mais aussi bien-être et pratique. L'Instant Air, c'est à 10h50 sur France 3. Très belle journée à tous. Tout de suite, c'est Midi en France.